Les Galères, c'est un podcast que j'ai créé il y a quelques mois et qui a pour ambition de parler des problématiques d'adultes, des galères qu'on traverse tous dans la vingtaine. Et pour ce faire, j'ai invité tout simplement mes amis parce qu'ils sont incroyables et qu'ils ont plein d'anecdotes à raconter. J'ai invité 3 amis qui travaillent dans le milieu éducatif à venir répondre à cette question: qui s'occupe de nos enfants? Si vous avez des proches, des amis, de la famille qui peuvent être intéressés par la thématique, n'hésitez pas à leur partager ou encore mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et à bientôt. Bienvenue dans Les Galères, merci beaucoup d'être là avec moi, d'avoir accepté de parler. L'idée du podcast, comme je l'ai précédemment expliqué, c'est qu'on est tous à peu près dans la vingtaine, dans le début de l'âge adulte. C'est génial, c'est trop bien, on est trop contents de ça. Et du coup, c'est d'aborder toutes les thématiques qu'on peut vivre pendant l'âge adulte. Et ce qui vous réunit toutes les 3 ici, c'est que vous travaillez avec des enfants. J'avais envie d'évoquer ça avec vous, que vous puissiez en parler, que vous puissiez vous exprimer par rapport à ça. Et je vous laisse vous présenter. Moi, du coup, je m'appelle Nina, je suis CPE dans l'éducation nationale. J'ai 25 ans, je suis sur l'année de mes 26. Je rentre dans le métier, je suis néo-titulaire à la rentrée. Moi, je m'appelle Eva, j'ai 24 ans et je vais sur mes 25. Je suis professeure d'anglais certifiée dans le secondaire. Et je travaille avec des collégiens et des lycéens. Nous avons une invitée mystère qui souhaite garder sa confidentialité. Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je suis psychologue dans une institution de protection de l'enfance avec un public mineur, principalement ado. Ok. Depuis 3 ans. Donc ce qui vous réunit ici, c'est que vous avez commencé toutes il y a 2-3 ans. Et du coup, vous avez commencé en tant que jeune adulte. Et moi, ma première question, c'est qu'est-ce que vous considérez comme enfant? Parce que je sais que vous ne travaillez pas forcément avec toutes les mêmes tranches d'âge. Et je pense que c'est quand même important de savoir ce qu'est un enfant dans l'éducation ou dans vos institutions à chacune. Moi, je dirais qu'un enfant, au-delà d'un mineur, c'est des mini-êtres humains en construction, qui n'ont pas encore accès à la parole et qu'on accompagne à être... des humains construits. Effectivement, légalement, c'est un enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Et on a décrété, donc, pendant la Convention internationale des droits des enfants, on a décrété que 18 ans, c'était l'âge des premiers adultes. Alors on peut partir de là. Est-ce que quelqu'un qui a 18 ans est un adulte? Moi, je suis pas certaine de ça. Enfin, pas tous les enfants deviennent adultes à 18 ans. Mais un enfant, c'est un être humain qu'on accompagne à devenir, sens de l'école, là je reviens à ça, mais c'est qu'on accompagne à devenir citoyen, à faire partie intégrante de la société et quelqu'un qui serait capable de faire des choix raisonnés, réfléchis, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est Moi, par exemple, j'ai travaillé cette année en collège, et pour moi, ce sont vraiment des enfants. Quand j'ai travaillé en lycée, pour moi, ce sont plus des enfants, vraiment. Il y a déjà un premier travail de construction qui a été fait à la fin du collège. Ils ont une réflexion qui est plus exactement la même, mais c'est pas encore des adultes, quoi. Et toi, tu parlais de construction. Je demande que tu accompagnais à la construction pour devenir citoyen. Moi, je voulais savoir, est-ce que pour vous, vous participez à l'éducation de ces enfants-là? Est-ce que pour vous, vraiment, vous êtes partie prenante dans leur éducation quotidienne? Moi, c'est dans le titre, de toute façon, donc j'espère, du moins. Parce que CPE, c'est quoi? C'est conseillère principale d'éducation, et je ne l'ai pas précisé au début. Donc, je suis un peu la référente éducation, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que les profs sont aussi des éducateurs, la direction, les chefs, etc. sont aussi des éducateurs, bref. J'estime que mon travail, c'est ça, c'est l'éducation, quoi. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Ça, c'est aux jeunes de le dire. C'est en fonction de qui on a en face aussi. Il y a des fois, ça marche pas, mais oui... Je pense que j'éduque les enfants dans un moule aussi donné, quoi. Ok. Mais ouais. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, l'éducation nationale aussi. On a un moule dans lequel on les voit toute la semaine, pendant un certain nombre d'heures, et nous, on fait ce qu'on a avec ce qu'on voit aussi. C'est pas nous qui jouons le rôle principal d'éducation, en mon sens, mais on a quand même un rôle à jouer, parce qu'en fait, on les voit en action, que ce soit via la parole ou les gestes ou quoi que ce soit, ou dans leur réflexion, on les voit toute la semaine. On a forcément un rôle à jouer avec ça. On accompagne, on réagit quand on trouve que c'est nécessaire de réagir ou d'expliquer ou de discuter.
Ouais, bah moi pareil, je travaille dans une institution éducative. Enfin, je travaille avec des assistantes sociales, mais essentiellement des éducateurs. Moi, j'ai un rôle support aux éducateurs. On est des référents qui participons de leur éducation à notre manière, parce qu'il y a eu à un moment donné un défaut, parce qu'il y a eu à un moment donné un besoin. Et avec toutes les autres institutions, enfin, l'école et les parents, mais essentiellement les parents, on co-éduque ces enfants. Tu dirais que tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux, du coup? J'estime que je dois honorer un engagement que j'ai pris auprès d'eux, en fait. Auprès d'eux. En fait, quand je dis à un enfant, je vais rentrer en quelque sorte dans ta vie, d'autant que nous, on rentre dans leur vie privée, pour le coup. Dans leur vie vraiment personnelle et quasi intime, des fois. Ils n'ont pas envie qu'on soit là. Enfin, je veux dire, pour le coup, si je dois parler de nous, on est imposé par le juge des enfants. On rentre dans leur vie, ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix, mais du coup, j'estime que la société, enfin, en ce qu'on représente, leur doit quelque chose. On vient fouiller dans ta vie, on vient t'aider alors que tu nous as rien demandé. C'est ce qu'on attend d'un enfant, d'être OK avec des choses qu'il n'a pas demandé. Mais du coup, ouais, j'estime que j'ai une responsabilité au sens où je dois honorer un engagement, quoi. Je peux pas faire n'importe quoi. Puis au-delà de ça, en fait, les parents, à partir des 2-3 ans des enfants, ils les lâchent à l'école. Et en fait, c'est ton enfant, je suppose que ça doit... Alors ça dépend des familles, bien sûr, et des milieux, etc. Mais on t'enlève ton enfant, et puis l'enfant, surtout, il vit une première violence. C'est une obligation, en plus. C'est une obligation, donc l'enfant, il subit une première violence qui est d'être arraché à ses parents, sans que lui ait son mot à dire, parce que il a 2-3 ans, donc voilà. Même s'il voulait, je pense qu'il pourrait pas vraiment. Et la deuxième violence, c'est on te met dans une classe avec des gens que tu ne connais pas, et on t'oblige plus ou moins à te lier d'amitié, à apprécier tes maîtres et maîtresses, etc. Donc en fait, c'est quand même pas tendre l'arrivée à l'école. Et donc effectivement, quand nous on décide de passer un concours, de rentrer dans les milieux de l'éducation, t'as une responsabilité de fou. C'est-à-dire de devoir prendre en charge en fait, toute la partie. Ils sont quand même là 27, 28, 29 heures par semaine. On passe sûrement plus de temps avec eux que leurs parents. Est-ce que vous voyez du coup cette différence entre, bon toi c'est pas des élèves, mais entre ces enfants, comment vous les voyez, quelles sont-elles ces différences? Il y a un panel de différences, ça dépend de la structure dans laquelle on se trouve, où est-ce qu'elle se trouve, est-ce qu'on est plus en ville, est-ce qu'on est plus à la campagne. Bon là on est à Paris, mais j'imagine que c'est totalement différent. Puis, moi, en tout cas, j'ai fait ma scolarité à la campagne, donc c'était pas du tout pareil, même si c'était quand même, il y a un moment, ça commence à remonter. Donc le milieu rural, urbain, le milieu social, les moyens qu'il y a dans l'établissement, et puis il y a tout l'historique des familles potentielles qui peut venir de quelque chose de complètement différent. La structure familiale. En fait, c'est vraiment une accumulation de plein de facteurs très différents. Est-ce qu'il y a des choses qui se recroisent quand même ? Mais il y a des choses qui ressortent d'après les sociologues, etc. C'est qu'effectivement, quand tu viens dans ce milieu socio-économique, dans un milieu pauvre, dans un milieu où il y a des difficultés familiales, il y a des grands risques pour que les gamins n'aient pas les codes de l'école, en fait, et arrivent à l'école avec leur sac à dos de problèmes et leur... Et en fait, si ça... vraiment, c'est genre les gens pensent qu'ils déposent leur manteau de problèmes, arrivent à l'école, ressortent avec. Non, il y a une continuité qui est claire. C'est à nous, justement, de les soulager un petit peu. Mais t'as plus de chances que ces gamins-là n'arrivent pas à lire entre les lignes des codes sociaux de l'école. En fait, c'est de dire, t'arrives, tu dis bonjour, non, tu me cries pas dessus si je te dis non. Parce que si je dis non, c'est que je suis une adulte et qu'en fait, tu dois me faire confiance. Je te dis pas non pour rien. Ouais, voilà. Et puis du coup, après, c'est à toi de tout réexpliquer. Mais du coup, il y a des grands... il y a des grandes lignes, quoi. Ouais. Là, c'est des milieux pauvres, des familles complètement explosées. Voilà. Il y a un aspect culturel aussi, j'imagine, au-delà de l'économique. Ouais. Je suis pas sûre parce que après il y a des gamins qui viennent de milieux très bourgeois, très favorisés, qui ont accès à toute la culture du monde, qui ont une culture de l'école, justement. Ils ont les outils. Ils ont tous les outils et ils vont arriver à l'école et ça va être hyper compliqué pour d'autres raisons. Okay. Parce que les parents divorcent et c'est hyper compliqué, donc le gamin en fait il est en train de lâcher, il va finir par ne plus venir à l'école. Alors que ça, l'absentisme, etc., tu le retrouves plus dans des collèges ou lycées difficiles, où il y a beaucoup plus de pauvreté, etc. Mais tu peux le retrouver dans des bahuts, en fait, finalement, où les gamins sont censés aller bien. Et ça se passe très mal à la maison, les parents
gagnent bien leur vie, ils sont présents le soir, etc. Mais en fait, juste, ils se séparent. C'est dur, le gamin, il va le gérer comme il peut, il va très mal le gérer du coup, il va arrêter de venir à l'école parce qu'il n'arrive pas à se concentrer, tu vois. Et il pose des problèmes parce qu'il répond pas à tes demandes, etc. Enfin, il vient plus, quoi. Toi, c'est pareil, t'as tous les profils aussi. Moi, j'ai moins de diversité de profils, je pense, parce que nous, on concentre et puis sur un territoire très pauvre et très délaissé des institutions. Donc moi, je rencontre vraiment une population qui, en fait, est dans une logique déjà de survie économique, de précarité hyper importante. Enfin, j'ai vu des tas de logements que je pensais jamais voir dans ma vie. J'ai vu une éducation nationale qui ne rescolarise pas des gamins de 13 ans. Enfin voilà, on est dans des choses qui dépassent l'entendement au niveau institutionnel et structurel. Et donc du coup, ouais, des fois, on cumule des difficultés sociales, administratives aussi. Ça, c'est un monde que j'ai découvert. Des gens qui attendent 2 ans pour avoir un titre de séjour, un droit d'asile, et qui du coup ne peuvent pas bosser pendant 2 ans, et qui ne perçoivent ni aide sociale, ni salaire. Enfin, on est embolisé par des difficultés qui relèvent d'une logique de survie, qui génèrent des violences, cumulées, violences intra-foyer, qui sont souvent cumulées à des violences institutionnelles très intenses, et qui du coup empêchent toute possibilité de penser les difficultés en fait. Enfin, ça se pense, ça se réfléchit, ça s'élabore, et quand tu es dans une logique de survie économique, enfin, je veux dire, penser les difficultés et les problèmes, c'est pas possible. Et du coup, ouais, enfin, moi, c'est plus des difficultés, je dirais, inhérentes au public parce qu'une précarité économique intense, mais inhérentes aussi aux institutions. Et ça, ouais, c'est le plus marquant, mais dans le travail social, en fait. Voilà, Enfin, c'est le propre du travail social. Inhérente au public parce qu'une précarité économique intense, mais inhérente aussi aux institutions. Et ça, ouais, c'est le plus marquant. Peuvent avoir plus tendance que les autres. Alors après, je sais pas au niveau des pourcentages, enfin je sais plus, mais ils ont plus de chances de reproduire ces violences-là à l'école. C'est des mécanismes de conditionnement. Exactement, de mimétisme, de voilà. Après, on dit pas qu'ils sont forcément violents, mais c'est qu'ils ont bien plus de chances que les autres de reproduire ces violences à l'école, donc les bagarres, le manque de respect aux adultes, envers leurs camarades aussi. Et puis la question de la confiance dont tu parlais, je la trouve fondamentale, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, nous on est des adultes extérieurs à la maison, on demande une confiance qui est quasi inconditionnelle, mais en fait, déjà ils évoluent dans un foyer où s'il y a des violences par exemple, la confiance elle n'existe pas dans des adultes qui qui nous font du mal directement ou indirectement. Leur première représentation, c'est ces personnes-là. Donc et en fait, faire confiance à quelqu'un qui est pas de chez toi, que tu connais de nulle part, enfin c'est compliqué quoi. J'estime qu'il y a quand même une domination des adultes sur les enfants, et qu'on ne travaille pas assez, et qu'on réfléchit pas assez. Ils sont censés nous faire confiance, et nous on n'accepte pas qu'ils nous fassent pas confiance, et que du coup, quand les relations se tendent, on n'accepte pas que les gamins ne puissent pas nous faire confiance. Et du coup, en fait, ça agrémente ton truc de tu me parles mal, je t'explique, mais tu m'écoutes pas. Ah vas-y, je te vire de mon cours, ou je te vire de mon bureau, je demande une exclusion, etc. À l'école, je parle. Parce que en fait, le gamin que j'ai devant, moi je travaille bien, le gamin il veut pas m'écouter, il a pas, c'est son problème quoi. Et puis il comprend pas. C'est toute la question de l'adaptabilité en fait. Qu'est-ce que tu peux exiger de qui? Enfin, la plupart, ils nous connaissent pas, on les connaît pas. Enfin, je veux dire. C'est pour ça, nous on leur demande cette espèce de confiance, comme tu dis, inconditionnelle. Mais moi, je pense qu'il y a un travail à faire aussi sur la façon dont nous on leur fait confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est pas énormément évoqué, tout court. Mais ça commence là. J'ai fait une formation il y a une semaine, et c'est quelque chose qui commence à être évoqué, à être mis en place. Donc c'est bien. Et c'est très, c'est dur d'un autre côté parce que c'est des personnes qui sont en évolution, donc ils sont en train de se construire. Donc moi, je veux leur faire confiance, et il y en a la plupart, je leur fais confiance. Mais ça reste des êtres qui testent aussi, qui voient comment ça se passe. Et je peux pas leur en vouloir, en plus, moi, de me tester. Enfin, moi aussi, je le fais quand je rencontre des gens pour la première, la deuxième fois. Je les teste aussi, on va voir si... Donc c'est normal, mais du coup, comment arriver à leur faire comprendre que nous, on leur fait confiance, mais qu'il faut qu'ils fassent un peu leurs preuves sans les mettre dans un conditionnement de... Attention, je t'attends tournant, mais pour qu'eux nous fassent confiance aussi. Et puis, qu'est-ce que tu mets en place pour être perçu comme digne de confiance. Oui. Ça aussi, c'est comment complexe. Je le montre Et puis aussi, sans perdre du fait, moi principalement avec les ados, sans perdre de vue du fait que un adolescent, par définition, c'est un être qui est en évolution constante, sociétalement, psychiquement, qui cherche à s'inscrire quelque part, qui cherche à accrocher quelque part. Donc voilà, la confiance, elle dépend aussi
de toi, de ce que tu mets en place, évidemment, de la constance que tu as et tout, mais aussi de ce que lui recherche en fait. Vous parliez des adultes toutes les deux tout à l'heure. Justement, moi, ma question c'est quel est votre lien du coup avec les parents ou les tuteurs dans ta profession? Comment vous arrivez du coup à gérer votre rôle éducatif envers leurs enfants ou envers les mineurs dont ils s'occupent? Enfin, moi, c'est complexe et très simple parce que nous, on a une obligation de travailler avec... Enfin, quand on travaille avec un mineur, on travaille avec généralement sa personnalité, mais ses liens familiaux. Donc, en fait, le travail avec les parents, il est pas équivalent parce que c'est l'enfant, enfin, c'est l'adolescent qu'on prend en charge. Donc, les parents, il y a une forme de secondarité, enfin, d'un truc qui est en deuxième plan. Maintenant, en fait, les enfants, ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent pas non plus à leur famille, mais ils relèvent de leur famille, en fait, c'est leur milieu naturel. Ouais. Donc, en fait, je peux pas juste travailler sur le gamin et partir du principe que ça ira avec ses parents. T'es obligé de travailler quelque chose avec les parents. Généralement, on n'a pas envie, parce que c'est plus compliqué, ça demande plus de diplomatie, ça demande de réfléchir plus de choses. Il y a la question de l'âge aussi. Ouais, parce qu'on rappelle toutes, on a toutes fin de vingtaine. Ouais, on a toutes moins de 30 ans. Je veux dire, on a des parents qui ont 50 ans et qui disent mais t'es qui en fait? Mais après, du coup, c'est vrai qu'on a vite tendance à... Enfin, moi, j'avoue, j'ai vite tendance à les zapper du décor, à me dire ok, moi, mon intérêt, c'est l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais c'est compliqué parce qu'il faut pas perdre de vue qu'ils existent, qu'ils ont une place primordiale et 1 milliard de fois plus importante que la tienne dans la vie et dans l'éducation de l'enfant. Il y a quand même, on parlait de co-éduquer, mais il y a quand même une primauté, il y a quand même... Oui. Voilà. Et franchement, c'est hyper compliqué. Je pense que c'est une des questions les plus compliquées, le travail avec les parents. Moi, c'est encore en cours de réflexion, franchement. Mais pareil, moi, c'est en cours de réflexion. Et donc, du coup, juste par rapport à mon âge, dans ma tête, je suis en panique quand je vois arriver des parents. La plupart du temps, je suis là... C'est l'enfer. Ok, ils ont 50 piges, ils pourraient être mes darons, j'ai leurs élèves Enfin, je suis en responsabilité de leurs élèves. Je vais devoir leur faire la leçon parce que, en fait, là, c'est n'importe quoi ce qui se passe, de ce que j'ai entendu. Et je suis là, bon, alors Nina, il va falloir que tu prennes une espèce d'autorité. Et en fait, je pense que mon statut surpasse et surplombe mon âge, en fait. Okay. Donc j'ai même pas... Ça fait ta légitimité. Ça fait d'emblée ma légitimité. Et si je suis là... il faut que toi-même, tu crois à ta légitimité. Et ça, c'est tout le travail en devenir. En gros, il y a une grosse défiance de la part des parents envers l'institution scolaire et de l'institution scolaire envers les parents. Et même si tu fais tout ce que tu veux, il y a plein de moments où vraiment c'est très compliqué. Et en fait, t'as des parents qui nous vont dire oui, et puis une semaine après, t'apprends qu'ils n'ont pas du tout fait tout ce que tu leur avais demandé, alors que tout avait été établi, signé, machin. Moi, je trouve ça hyper dur. C'est en cours pareil de réflexion, ouais. De réflexion. Ça, c'est en cours de réflexion. J'ai vu qu'avec plusieurs de mes élèves, ça changeait la donne de juste dire là, t'es allé trop loin, donc hop, on sévit. Donc punition, heure de colle, une croix, selon comment fonctionne l'établissement. Mais de dire, je vais écrire à tes parents, je vais les appeler ce soir, on va en discuter, on va peut-être prendre rendez-vous. Et ça, directement, il y a un choc. Ce qui se passe, c'est plus dans l'école, là, ça va venir aux oreilles de mes parents. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'âge, les premières fois, je me souviens de ma première réunion parents-prof, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter, quoi? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Puis j'étais arrivée en cours d'année, donc bon. Mais au final, c'est vrai qu'il y a cette posture de, en fait, on est éducateur et directement, ça annonce la couleur, quoi. Malgré l'âge, ça annonce un peu la couleur et on peut le sentir. Après, faut pas être je pense qu'il faut être un peu solide sur ses appuis parce qu'ils vont se voir aussi si on est déstabilisé ou pas. Et selon quelle personnalité de parents on a face à nous, il y a des fois où ça se passe très bien, il y a des fois où ça peut être un peu, ça joue à... qui va vaciller en premier, quoi. Et c'est un peu compliqué, et surtout quand... après, je trouve que le plus important, c'est de ne pas perdre de vue l'enfant. Et je te rejoins sur ce que tu disais, où il faut travailler avec les parents, il faut absolument qu'il y ait un suivi de ce qui se passe des deux côtés. Mais le point central, c'est l'élève ou l'enfant, c'est ça, moi, c'est pourquoi je fais ce métier. Je pense que vous aussi. Ta posture professionnelle, plutôt, elle rentre en conflit aussi avec ton sentiment des légitimités qui nous traversent en tant que jeune professionnel, en tant que femme, en tant que travail de l'éducation. On a quand même peu de reconnaissance, de manière générale. Donc il y a tout ça qui se croise et qui fait que face à des adultes souvent plus âgés, qui ont de fait une expérience qu'on n'a pas ici dans cette table, c'est pas évident. Et ça dépend vraiment à chaque fois des établissements dans lesquels on est. C'est très local. Faut avoir ça en tête.
Les enfants, les écoles sont jamais les mêmes. Enfin, et ça, il faut vraiment l'avoir en Ça tête. fonctionne toujours différemment. D'un collège à un autre, mais côte à côte, l'organisation, le fonctionnement de l'établissement, les élèves qui y sont, le public accueilli, les parents, etc. Les élèves n'ont pas du tout en fait, la même scolarité, quoi. Ok. C'est très localisé. Et vous parliez d'âge, justement, moi j'ai une question. Est-ce que vous voyez un changement entre vous à leur âge et eux maintenant, du coup Est-ce que vous voyez des différences par rapport où vous avez plus le même recul, plus la même vision des choses? C'est ma petite question boomer, j'avoue. C'est ma petite question réac. Ben oui, mais même nous, des fois, je pense qu'on se sent des vieilles connes parce qu'on est là. Non, mais moi, à 13 ans, j'étais pas du tout comme ça. Mais en fait, je pense qu'aussi, il faut voir qu'on projette un regard d'adultes de maintenant sur des enfants de 13, de 14, de 15 ans, enfin, pour ma part, qui n'ont pas le même contexte de vie que nous, qui n'ont pas grandi dans forcément les mêmes milieux, les mêmes endroits que nous. Parce que je rappelle juste, personne n'a grandi à Paris ici. Non. Personne n'est à Paris. C'est aussi important pour l'histoire. Donc, voilà. Mais ouais, je trouve que j'arrive pas à me positionner parce que je me dis, mais en fait, je peux pas me vivre à 13 ans avec mon regard d'adulte qui prend en charge des enfants. Donc, ouais, il y a des trucs qui changent et c'est trop bien que la société elle change et qu'elle évolue. C'est ce qu'on souhaite de mieux et il faut surtout pas tomber dans le c'était mieux avant parce que là il vaut mieux pas faire de l'éducatif en fait. C'est ça, il faut arriver à vivre avec l'évolution. Bah oui, et puis on s'en fout. C'est pas vrai. C'était juste différent dans un contexte différent. Ouais, et déjà maintenant, c'est un pas autre vrai. contexte, donc, En plus, heureusement que ça a changé. Et puis, voilà, ça change rien d'envisager ça comme ça. Je pense qu'il y a une question un peu d'adaptabilité aussi à son milieu, à son contexte de maintenant. Moi aussi, quand je en vois certains, je me dis, mais je faisais pas ça. Ou alors, moi je faisais pas ça, purée. Mais en fait, quand on remet tout le temps dans son contexte de moi j'étais au collège, j'ai eu mon brevet en 2014, forcément qu'en 2024, c'est plus pareil et j'ai pas les mêmes activités à la maison, il n'y a plus le même accès à. L'accessibilité de plein de choses, tout ça a changé. Ouais. Tout ce qui relève du numérique déjà. Donc il y a un comportement qui est complètement différent. Alors que nous-mêmes, on a grandi dedans. Oui. On a grandi dedans dans une évolution. Dans une évolution du numérique, là où eux ils sont arrivés, c'était déjà bien ancré. Ouais. Il y avait déjà quelque chose, il y avait déjà une base solide. Et pareil, si on prend à l'inverse, je pense que nous, quand on était au collège et que Instagram ça a commencé et qu'il y a eu ce truc sur l'image et du coup sur le comportement vis-à-vis des réseaux sociaux, mais nos parents, je pense qu'ils ont dû câbler en fait. Ils ont dû se dire mais c'est pas du tout. Même les profs devaient se dire mais c'est très bizarre comme comportement. Il y avait un vrai gap. C'est très... Oui. Mais je pense que le gap, il est présent, peut-être moins violent, mais aussi présent entre nous et eux. Le travail qu'il faut faire, je pense, pour arrêter justement de se dire « Mon Dieu, ils ont trop changé ». Enfin, moi, je trouve que ça n'a pas changé. Enfin, ils ont des relations toxiques entre amis, ils sortent, ils n'ont pas le droit de sortir. On l'a toujours fait ça, ça a toujours existé. Enfin, c'est toujours les mêmes... En fait, c'est les mêmes schémas, mais à une époque d'Internet, des réseaux sociaux, de... l'accès à la mode, enfin moi je suis désolée, il y a des fois j'ai l'impression d'être habillée comme une ado de 16 ans, enfin je suis merde, moi à 16 ans j'étais habillée, waouh. Mais je pense que nous, notre travail c'est de se déconstruire en amont, enfin de faire un travail de déconstruction, on n'est jamais arrivé au point, contre le sexisme, l'homophobie, etc. Parce qu'en fait, je pense, et puis c'est un travail en fait de juste arrêter de regarder ce qu'on a en face de nous, parce que moi j'ai pu penser secrètement à l'intérieur de moi, oh waouh, elle est habillée, waouh, c'est court. Et nous, à la campagne, machin, on n'a jamais été habillés comme ça. Ah ouais, maintenant les réseaux sociaux, les machins. Et là, tu fais genre, non, en fait, arrête, c'est du sexisme intégré. Tu as sûrement vécu la même chose, tu subis encore la même chose en tant qu'adulte. Ouais. Je me considère comme une adulte maintenant. Et en fait, genre, c'est à toi de te déconstruire parce qu'il faut que tu l'accueilles de la meilleure manière qu'il soit, c'est-à-dire comme elle est, comme elle s'habille, tant que, bon, on n'est pas dans un délire, mais ça n'arrivera jamais, une gamine qui va arriver en maillot de bain. Enfin, genre, ça n'arrivera pas, quoi. Ouais. Elle a une mini-jupe, t'as peur pour elle, il y a plein de trucs qui se mettent en place, mais non, en fait, ça a toujours existé, des filles qui arrivent à l'école, qui sont habillées, mais hors normes, parce qu'en fait, c'est l'adolescence aussi, et puis, et en fait, les normes, on en a marre, hein. Mais je pense qu'il y a tout un travail à faire en amont pour que toi, enfin, que nous, éducateurs et éducatrices, on arrive avec des yeux neufs de non-jugement et de... Ah ben, en fait, c'est genre juste la vie qui continue et c'était pas mieux avant ou ça n'a pas forcément changé, c'est juste, voilà, autre chose. J'avais une question sur les solutions auxquelles vous pourriez penser pour aider encore mieux les enfants que vous accompagnez.
Et aussi, est-ce que... les sous Ouais, ok, c'est prévisible. Mais, Pardon, je t'ai non, ou peut-être des matières, ou au-delà de l'accompagnement pécunier, on va dire, mais peut-être des matières ou des choses que vous aimeriez mettre en place. Toi, je sais que tu fais de l'anglais, peut-être quelque chose en particulier ou autre. La matière que j'enseigne, moi je trouve qu'il y a des disciplines qui devraient être au moins qui devraient. Ce serait chouette que ces disciplines soient proposées. Par exemple, quand j'ai été contractuelle, j'avais une classe de terminale STMG et on avait un cours qui s'appelait ETLV. En gros, c'était un cours de co-enseignement avec leur prof de gestion. Et donc on enseignait toutes les deux pendant 1 heure par semaine et c'était super parce que du coup j'apprenais plein de choses que moi je ne connaissais pas. Eux, ils apprenaient des termes en anglais ou même des fois eux m'apprenaient certains termes en anglais de management que je ne connaissais pas. Et je parle de ça parce qu'en fait, il y a eu une fois où on leur a montré comment faire une lettre de motivation en anglais. Et je trouve que c'est le genre de choses, quand on arrive dans cet âge adulte dans lequel on est maintenant, il y a des fois où c'est compliqué de se dire « Ah, mais alors, faut faire ça. Alors, comment je fais un bon CV ? Comment je me mets en avant ? Qu'est-ce qui va faire que celui-là, il va... Être mieux qu'un autre. Alors, ok, maintenant, je dois faire ma déclaration d'impôt. Comment je fais ? Ce genre de choses. Comment je couds un bouton ? Parce que ma chemise, elle a un bouton qui a pété, je vais pas pouvoir la mettre pour aller à un entretien ou pour... On est dans des institutions, c'est un système globalisant, énorme, potentiellement écrasant dans son essence. Et que du coup, pour qu'un projet qui nous tienne à cœur, nous personnellement, petits maillons du système, fonctionne... il faut y mettre, petit maillon parce qu'on est 1 milliard et qu'on travaille ensemble, il faut y mettre une énergie débordante qu'on n'a pas forcément. Et je trouve qu'à une échelle plus générale, et là je parle pas d'une institution précise, je parle de l'éducation, de contribuer à l'éducation des mineurs, des enfants, des adolescents, même des bébés, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu ni valorisé. Et juste pour exemple, l'éducation, que ce soit les profs, que ce soit les éducs en foyer, partout, c'est le seul domaine où on recrute sans diplôme. En fait, il y a plein de profs qu'on recrute avec juste une licence, c'est pas des pédagogues. Il y a des éducs qu'on recrute avec rien du tout parce qu'on n'a rien d'autre. On ferait jamais ça pour une infirmière. Là, je prends un exemple médical, mais je pourrais prendre n'importe quoi d'autre. En fait, c'est le seul domaine où on se permet de faire comme si c'était au feeling, en fait. Et je trouve que ça prouve bien, ça vient bien cibler sur la façon l'absence de reconnaissance et de valorisation et surtout de la manière dont on considère les moyens et l'éthique qu'on met dans l'éducation de nos enfants. Ça, c'est des politiques beaucoup plus larges que juste d'établissement. On met pas n'importe qui devant des enfants. Ça me semble absurde. Nous, travaillant dans ces métiers-là, l'éducateur, éducatrice, ça me semble l'entretien de 30 minutes ne fonctionne pas pour... Non, mais c'est ça. Oui, machine, elle veut se réorienter. D'accord, ok, elle était dans le... Je sais pas, elle travaillait dans une banque, machin, mais elle adore les enfants. Mais non, non. Alors, je raconte les banquiers, mais continue ton travail, repasse à la limite des formations, des diplômes ou le concours parce que... je sais pas, mais il faut valider des compétences. On n'est pas là pour rien, on n'est pas... Alors... Je pense qu'on a une fibre, on a quelque chose, au fil de notre vie, que ce soit parce que c'est des événements subis, que ce soit parce que moi je suis tombée dans une famille, mon père est instit, ma mère elle est EduxP, donc en même temps, c'est la reproduction sociale aussi. Il y a plein de choses qui font que on est poussé vers un métier du social, et des fois par hasard, des fois vraiment, et ça marche parce qu'on aime ça, parce qu'on se sent utile et tout. Il y a des fois, les entretiens d'une demi-heure parce que d'un coup ça te pète, tu te dis oui, pourquoi pas travailler avec des enfants de 8 ans. Non, non, c'est pas juste du feeling, c'est un vrai travail, quoi. Et la preuve en est qu'avant, je crois que les mères qui avaient plus de 3 enfants, elles pouvaient devenir institutrices. Tu peux accéder au concours, tu peux concourir. Si tu es, c'est un délire, si tu as 3 enfants... Et si tu es sportif de haut niveau. Oui. Pour n'importe quelle matière. C'est vrai. Mais non, mais c'est n'importe quelle discipline, voilà, n'importe quelle discipline. Mais je suis championne olympique. Oui, et les JO t'attendent. Teddy Riner peut arriver et dire je suis CPE maintenant. Vraiment, c'est dire, parce qu'on stigmatise tout le temps la jeunesse, qu'on disait tout à l'heure, des trucs un peu réac, si je peux me permettre, de dire les jeunes ceci, les jeunes cela. Mais quelle considération on leur donne, quels moyens on y donne. Enfin, je veux dire, comment peut-on se permettre de dire que les jeunes partent en vrille, même si c'est un truc qui a été fait à toute époque, depuis les Apaches, je pense, on stigmatise les jeunes. Mais comment peut-on se permettre de dire ça va pas, c'est n'importe quoi, ils se bagarrent, ils font ci, ils font ça, alors même que les gens qui sont
payées par toute institution pour s'en occuper, pour leur donner des billes, pour les aider, elles n'ont pas de compétences. Et quand ils en ont, sont pas reconnus et pas valorisés. Enfin... Et puis tout le monde adore taper sur l'éducation nationale, mais en fait on fait comme on peut. Et franchement, on le fait très bien avec ce qu'on a. Je pense que là, dans ces temps un peu obscurs et un peu incertain et très flippant, je pense que là, et moi je veux le faire et il faut que je me force à le faire, c'est de réexpliquer et de retourner toujours à cette convention internationale des droits de l'enfant de 89 et en fait de travailler avec eux vraiment en fait et avec les collègues aussi. Qu'est-ce que c'est les droits de l'enfant, comment on les respecte et comment la domination de nous adultes sur l'enfant, comment on la questionne et qu'est-ce qu'on en fait avec. Et comment on en fait des adultes aussi qui savent dire non, qui connaissent leurs limites, qui sont capables en fait de réfléchir et de pas se soumettre en fait à la volonté de l'adulte forcément quoi. Et en fait je pense qu'il faut les protéger. Et en fait c'est comme ça qu'on va les protéger parce que du coup ils vont avoir des armes, ils vont avoir des outils, ils vont pouvoir parler d'eux, de leurs camarades, ils vont pouvoir aussi créer des solidarités. Et je pense qu'on en a vraiment besoin et qu'on sous-estime et qu'on infantilise vachement les enfants, beaucoup trop, ou alors on les criminalise. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Alors que c'est des adultes en devenir. Enfin, on l'espère. Et qu'ils ont une place en ce monde. Et qu'ils ont une place et que c'est à nous de leur faire et c'est à nous de leur faire comprendre qu'ils en ont une. Voilà, d'essayer de mettre en place des projets qui, comme tu dis, vont les inscrire dans quelque chose de citoyen, de civique, mais aussi les inscrire de quelque chose d'artistique aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'expriment par là, mais dans du collectif en fait. Et surtout dans les temps qu'on traverse, en fait, nous, on veut vraiment inscrire nos gamins dans des luttes collectives, dans quelque chose où ils peuvent faire corps, s'entraider, faire société en fait, tout simplement. Parce que, bon voilà, il y a les mouvements psychologiques, mais tout ça, c'est inscrit dans des mouvements sociétaux. Moi, je travaille essentiellement avec des gamins qui sont dans des situations sociales défavorisées, donc qui ont intégré ce rejet, qui ont intégré ces sentiments d'exclusion. Et en fait, pour améliorer leurs conditions, des fois, je ne vois pas d'autres moyens, au-delà de la parole et de la verbalisation, de la mise en mouvement du corps, tout ça, pas d'autres moyens que de les aider à s'inscrire dans du collectif. Donc voilà, j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais c'est peut-être pas nécessaire de les citer. Enfin, il y a potentiellement les violences policières, le sexisme dans la rue. Enfin voilà, on veut vraiment faire des projets pour les inciter à faire corps et aussi à les légitimer à s'inscrire dans la société. Oui. Bah, typiquement, ils ont pu enregistrer un podcast sur comment ils se sentaient citoyens, faire des activités, voilà, reprendre place en société en fait. Et ce, dans le collectif. Mais c'est surtout que s'ils commencent à le faire à l'école, ils le feront quand ils sortiront de l'école. Et en fait, c'est ça qui compte. Je reprends les paroles d'un philosophe. En fait, c'est comme une micro-société protégée de tous les mouvements de la société générale. Ouais. C'est une micro-société que nous, on co-construit avec les enfants pour qu'après, en fait, on les sorte de ce petit monde-là pour les inscrire dans un monde qui est pas trop différent, mais qui est beaucoup plus responsabilisant. En fait, c'est ça, l'école, en fait, ça permet de les déresponsabiliser, c'est tout. Ça sert qu'à ça, l'école. Et nous, tout ce qu'on cherche à faire avec eux, c'est qu'ils deviennent des citoyens et citoyennes et qui savent, en fait, agir collectivement pour la société, c'est tout. Enfin, pour moi, l'école, c'est ça. C'est ça qui fait sens à votre métier? Enfin, moi, oui. Moi, c'est déjà de voir des gamins heureux, déjà. Ils sont animés par quelque chose, même si ça peut avoir avec l'école, et en fait, ils progressent, mais quel que soit le progrès. Quel que soit le progrès, que ce soit au niveau d'une ou deux ou 7 disciplines, que ce soit au niveau du comportement, au niveau de la façon dont ils se voient dans un miroir, il y a un progrès. On les voit évoluer et pas juste grandir, ils n'ont pas pris 3 cm, c'est pas ça. Ça déjà, ça on le voit, mais c'est surtout de voir qu'ils évoluent et qu'ils évoluent pour eux et pour ce qui les entoure. Tout ce microcosme qu'il peut y avoir dans une classe ou même dans un établissement, en fait, ça leur sert. C'est un apprentissage pour qu'est-ce qui va se passer ensuite. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez quand vous aurez des outils à utiliser pour faire valoir votre conscience politique, par exemple, ou pour faire valoir vos principes, vos valeurs, pour faire valoir tout ce dont vous êtes capable dans une discipline ou dans une autre, pour votre futur travail, pour votre passion, peut-être que cette passion, ça deviendra votre travail aussi. Ça sert à ça, donc à les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent potentiellement le faire seuls. Des fois, ça n'arrive pas après le bac, des fois ça met plus de temps. Des fois, il y en a, ils sont en 3e et tu te dis...
lui, il pourrait se débrouiller tout seul. En fait, il a déjà des outils que certains n'ont pas encore alors qu'ils ont 50 plus que lui. Ou même moi, je me dis, sacré retour sur lui, même je devrais faire pareil. J'aimerais bien qu'à l'école, on leur apprenne à être amis et à se faire des amis. Non, mais sans déconner, c'est hyper dur, ils savent pas faire. Et souvent, ça foire. Alors, finalement, on s'en sort toujours un peu au lycée et tout ça. On leur apprend pas, en fait, à être amis. Genre, c'est un truc qu'on a... Souvent, les blessures, elles sont multifactorielles, elles sont intenses, elles sont profondes. Et je pense que ce qui fait sens, c'est de pouvoir, à un moment donné, apporter une forme d'apaisement qui n'est pas forcément durable dans le temps. Et c'est ce qui génère l'impuissance. Et c'est ce qui génère aussi l'humilité, parce qu'on n'est pas leur sauveur. En fait, on est là à un moment donné, dans un contexte particulier, et ils vont partir, en fait. Ils nous dépassent largement. Les situations nous dépassent. Mais ouais, je pense que ce qui fait sens, c'est contribuer à une forme d'apaisement ou de moment de répit. Donner les outils. Donner des outils, nous on dit toujours planter des graines. C'est ça. Insupportable comme image. C'est ça. Mais quelque part, tu donnes des billes, t'es là à un moment donné, tu jettes un peu de poussière et t'espères que ça apprendra. S'il faut, ça apprendra pas du tout. Oui. Ou plus tard. Et voilà, d'essayer de faire en sorte aussi que ton action, elle ait un peu une durée dans le temps, ça, ce serait l'idéal. C'est une question commune. Vous diriez que votre métier, votre profession et même les enfants dont vous vous occupez vous ont fait devenir adulte, du coup vous ont permis de devenir adulte? En tout cas, pour moi, ça a contribué. Il y a eu des fois pas... Alors, des fois en bien. Des fois... à travers des situations très belles, très bonnes, très joyeuses, et des fois à travers des situations où on préférerait pas être là à ce moment-là, quoi. Okay. Mais le fait est qu'on est dedans et que de toute façon on n'est pas là que pour rigoler et apprendre les verbes irréguliers. mais que quand ça part en live, faut aussi être ici et planter des graines. Je pense que ça aide en fait, parce qu'il y a une remise en question aussi de comment je vais l'aborder, comment je vais aborder cette situation, et où là c'est pas un conseil à une copine, c'est un gamin qui a tel âge, qui est dans telle situation, et ok, maintenant quoi. Qu'est-ce que toi t'as la figure d'adulte, maintenant faut assumer, c'est pas toujours évident et des fois on fait des erreurs, enfin moi j'en ai faites clairement, jamais dramatiques. mais justement ces erreurs-là de toute façon elles nous permettent, comme eux ils peuvent en faire, on se dit ok, la prochaine fois qu'il y a une situation qui ressemble à celle-ci, je refais pas la même erreur. Ouais, moi aussi, il y a des situations, avant d'être CPE, j'étais surveillante, et dans un collège compliqué, très dur, très épuisant, et en fait est confrontée à des histoires de vie que moi je pouvais même pas imaginer avant de mettre en bien dans cette école-là. J'ai eu une enfance tout à fait normale, pleine d'amour et hyper bien construite et hyper cadrée. Quand je suis arrivée dans le collège dans lequel j'ai travaillé, ça a swingé, quoi. Et puis tu tombes face à des gamins tellement résilients et c'est horrible parce qu'ils devraient pas l'être à leur âge. C'était une qualité que même des adultes n'auront jamais. C'est un truc, tu le travailles aussi. Moi, ça m'a fait grandir. Ouais, ça c'est clair. Et t'as des relations, et puis même si tu le veux pas, les élèves, c'est un peu tes chouchous. Oui, il se passe un truc. Il y a des fois, il se passe un truc avec... Le petit feeling, quoi. Ou une situation où des fois, c'est même pas parce que c'est toi, c'est parce que t'étais là au bon ou mauvais moment, à ce moment-là. Ouais. T'es là, et il se passe un truc avec un gamin. Et moi, le premier, je m'en souviendrai toujours. Il y a eu 20 minutes de discussion avec lui, et il y a un truc à shifter. Je sais pas quoi, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Et en fait, du coup, c'était moi qui devais le gérer, parce qu'après, il n'écoutait que moi, mais... parce que j'étais là à ce moment-là. Ouais. Et cette relation-là, elle m'a fait mûrir. Mais c'est encore autre chose, c'est pas une amitié, c'est pas une relation familiale, c'est pas une relation de boulot, c'est pas une relation d'adulte à enfant, si, quand même, mais c'était autre chose. Il y a eu un truc, et les discussions qu'on a eues ensuite, alors moi c'est mon travail d'éducatrice aussi, mais on discutait de beaucoup de trucs, moi j'essayais de l'apaiser, de le calmer, de trouver des solutions, de pas faire que tout le monde le déteste vraiment, d'essayer d'expliquer, je l'ai un peu materné quand même. Mais cette relation-là, par exemple, elle m'a vraiment marquée et elle m'a fait comprendre plein de trucs. Sur moi, sur qui je suis, sur comment je parle aux enfants. Sur ton travail. Sur mon travail, qu'est-ce qui doit être dit. Comment on fait face à un enfant qui vraiment n'a
aucun code et qui a 2 doigts de se faire virer et à qui tu veux sauver les fesses, enfin vraiment c'était ça. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que lui a à te dire? Et moi j'ai appris plein de choses sur lui et enfin c'était merveilleux. Enfin c'est une relation super belle et puis il est parti et puis plus jamais de nouvelles. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas ça qui comptait. C'était pas qu'il se souvienne de moi, qu'on maintienne un lien. C'est pas ça. C'était pendant 6 mois, on a eu un truc et j'ai réussi à le maintenir en classe. Rien que ça. Et bon bref, on parlait de ça avant, mais ces petites victoires-là, elles te font grandir aussi, quoi. Et puis après, avec les collègues et tout ça, puis tu parles et puis tu discutes et puis en fait, t'évolues, quoi. Ouais, aussi, oui. Et les enfants m'ont fait grandir, c'est sûr et certain. Ouais, j'ai un peu touchée par ce que tu dis. En fait, c'est des métiers de l'humain, quoi. Donc, tu donnes de ton professionnalisme, mais tu donnes aussi de ton humanité. Et moi, j'ai grandi avec eux, je pense. Je pense que je continue de grandir encore avec eux, parce que mes stades d'adulte, ça avance petit à petit. Mais en fait, je me suis pris des claques d'une violence inouïe. J'ai vécu une violence que je pensais jamais vivre, et je la vivais pas au même titre qu'eux. Mais du fait de ce à quoi j'étais exposée et du fait de cette responsabilité que je portais et que je porte encore, j'ai vécu des trucs qui m'ont fait grandir, mais du tout au tout, des préoccupations qui ont changé, du coup parfois un besoin de régression aussi intense. Et des fois t'as envie de dormir à tout jamais quand tu sors d'une journée éprouvante sur le plan psychologique. T'as envie de... enfin bref... Ouais, de dormir à tout jamais, quoi. Et tu peux te retrouver pris dans des mouvements, comme tu dis, où tu transfères un truc de ouf sur le gamin, ou le gamin transfère un truc sur toi. T'es pris dedans, et du coup, il faut t'en débattre. Et avant d'avoir la capacité, comme on disait tout à l'heure, de mettre du tiers, en fait, t'es dans un mouvement humain qui est hyper intense. Et moi, pareil, j'ai des scènes en tête, des mômes en tête, des moments de trucs qui m'ont bouleversée, des moments de vie, quand je bossais en foyer, des trucs où tu partages la vie des gamins dans des moments super durs, dans des déchirements, dans des bouleversements. Enfin, j'ai des exemples, genre je suis rentrée chez moi, j'ai chialé. Et je pense qu'il y a d'autres métiers, sans en stigmatiser aucun, mais où tu rentres pas chez toi en chialant pour autre chose qu'un burn-out ou une mauvaise relation avec un collègue. Là, c'est l'essence même du métier. Tu rentres, ça te fait chialer. Enfin, c'est un truc de ouf, en fait. Mais je pense que c'est ça qui fait sens, c'est ça qui fait l'engagement. Et... ouais, genre là, je repense à tes 3 moments que j'ai en tête, ça m'émeut un peu. Bien sûr que ça te fait grandir, mais en fait, ça te structure. C'est ça, et exactement. Même, récemment, j'ai vu un reportage, je crois que c'était sur la justice, d'une juge des enfants, donc voilà, qui participe un peu de notre travail aussi, même si c'est une autre fonction, il y a un cadre judiciaire qui est tout autre. Elle disait, en fait, c'est des métiers qui peuvent, si on le veut, donner sens à une existence. Alors, heureusement qu'on a une vie à côté. Bien heureusement, sinon on serait pas équilibré. Mais c'est vrai que les métiers de l'humain, ça donne sens à une existence. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin, ça n'empêche que des fois t'as pas envie de te lever le matin. Oui, ou que ça peut mal se passer, mais tu te lèves. En tout cas, t'es obligé, et c'est pour ça que la déconstruction, comme je disais, est nécessaire, que le travail pour soi, des fois c'est ingrat de te dire je m'occupe de ça et je dois tout... Mais il y a une reconnaissance de ouf derrière qui est de la gratitude que t'as pour toi-même, que t'as de la part des autres, que t'as pas dans beaucoup de cas aussi. Mais ouais, ça te fait grandir bien évidemment parce que... Moi je pense qu'en fait ça te fait grandir pas que parce que là on est à un stade de jeunes adultes. Je pense que ça te fait grandir toute ta vie. Je pense que ça te fait maturer tout le temps. Grandis, t'apprends des trucs, et je pense aussi que c'est pour ça que souvent on le fait pas toute sa vie. Enfin en tout cas dans le social. Enfin c'est les montagnes russes quoi. Enfin des fois t'es genre stop. Et moi je me souviens, j'ai un moment hyper marquant d'une gamine qui était pas forcément harcelée mais qui se faisait... emmerdée par d'autres gamines, enfin si plus ou moins, sur son surpoids et tout. Elle était très 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 difficile cette gamine, mais il n'empêche qu'elle se faisait violenter en fait par d'autres gamines de sa classe, donc on finit par la sortir de cours, elle pleure alors qu'elle pleure jamais, donc nous, vraiment moi ça m'a troué le cœur, et puis t'essayes de lui parler, de la calmer, de trouver les bons mots, ce qui est très difficile et généralement t'y arrives pas. Donc voilà, on avait une espèce d'empathie exacerbée, tout plein d'émotions comme ça. Et puis juste après, vraiment, je tourne le dos, elle écrit une insulte par rapport à une des gamines sur le tableau de la vie scolaire, quoi. Et je me retourne, je dis, mais tu déconnes, là? Elle me dit, bah non, c'est qu'une grosse pute. Et là, je la regarde et une colère, mais je pense que c'est le genre de colère, enfin, j'avais jamais ressenti une colère comme ça parce que je me suis dit, j'ai donné mon âme pour elle pendant une demi-heure et elle fait ça juste après avec un petit sourire malin, mesquin, et genre, elle voulait vraiment leur faire du mal.
Et une colère. Et là, on s'est disputé, vraiment, on s'est disputé. Mais là, je suis sortie de mon cadre, je suis sortie de ce que je devais faire. Mais du coup, t'es tout le temps En ambivalence. Ouais, en ambivalence, tu donnes de toi. Et après, en fait, le curseur que tu dois avoir, il est compliqué à avoir. Peut-être parce qu'on est assez jeune, et je suis même pas sûre. Et vous travaillez avec des Parce humains. qu'on est assez jeune et parce qu'en fait, on aime ce qu'on fait. Et je pense que notre personnalité et ce qu'on est transperce notre profession aussi. Mais dans le sens inverse aussi, en fait, ça change. Enfin, moi, depuis que je fais ça, j'ai plus le même rapport dans mes amitiés. J'ai plus le même rapport quand je rencontre des gens, quand j'ai des relations. Enfin, c'est plus du tout pareil. Il y a des choses qui ont complètement changé. De par ces différentes expériences avec les enfants, avec... T'as un exemple en particulier de... Déjà, cette année, j'ai eu une classe d'ENSA, UPE2A. Ce sont des élèves nouvellement arrivés en France qui n'ont jamais été scolarisés avant. Okay. Ils arrivent, ils sont allophones, ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Et souvent, ils arrivent parce que leur pays natal est dans une situation qui fait qu'ils peuvent pas rester là-bas. Qui plus est, souvent, le cadre familial est complètement chaotique. Des fois, ils restent très stables au mieux et c'est bien, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais j'ai vu des situations de gamins et de gamines. Il y en a une, quand elle est arrivée, on a su qu'en fait, elle dormait devant l'hôtel de ville. Donc déjà quand en fait, tu te doutes qu'il y a des choses comme ça. Et en fait, quand on te le dit, rien que là d'en parler, ça me fait quelque chose. Mais quand ma collègue me l'a dit, ça m'a fait violence, quoi. J'ai fait, ah oui, ok, là c'est réel, là c'est maintenant, c'est dans ma classe, c'est mon élève. Et puis, à côté de ça, la gamine, quand elle est arrivée, si j'avais pas su avant, j'aurais jamais pu dire qu'elle dormait devant l'hôtel de ville. Et ça m'a... tout est redéfini, en fait. Vis-à-vis de ton entourage. Vis-à-vis de mon entourage, de la façon dont on se comporte en société, dans la façon dont... le sens des priorités, le sens de se comporter vis-à-vis de quelqu'un, en fait, de juger l'autre, de dire des choses, d'avoir un mot de travers, d'expliquer, de tomber à bras raccourcis sur quelqu'un parce qu'il t'a dit que... quelque chose qui t'a fait sortir de tes gonds, mais je parle dans le cadre personnel. Et où là, tu te dis, mais en fait, non, faut pas réagir comme ça parce que tout est redéfini. Mais mieux vaut que ça t'émeut, entre guillemets, ce qui se passe, que d'être de marbre... C'est un juste milieu à avoir aussi. Moi, je trouve que c'est un truc qui arrive vite, parce que moi, je suis arrivée dans le métier, on m'a dit, il faut que tu te blindes. Et en fait, c'est vrai, parce que tu vois des trucs de ouf. Je pense pas qu'il faille se blinder parce que tu travailles avec ta vulnérabilité, avec tes émotions, et je pense que c'est comme ça que tu participes à la régulation des émotions de l'autre. Tu dois te blinder quand même un peu parce que tu fais face à des trucs difficiles, mais c'est vrai qu'à un moment donné, vis-à-vis de ton entourage, je te rejoins. En fait, le curseur, il explose. Parce qu'en fait, ce qui dépasse l'entendement, l'inentendable, tu le banalises, tu le normalises, tu le vis au quotidien. Ça devient ta norme et ça devient ce à quoi tu es obligé de t'habituer et de t'accoutumer. Donc effectivement, t'as besoin des fois, tu as besoin de décharger. Et tu peux pas le faire avec tes collègues parce que tu peux plus te les voir, tu partages ça avec eux toute la journée. Alors moi j'ai des super relations avec mes collègues, mais c'est pas plus les voir, mais c'est juste que t'as besoin que ce soit partagé par quelqu'un d'autre. T'as pas envie de faire à nouveau reposer ça sur elles alors qu'elles le vivent déjà. Et du coup, sauf que tu vas le raconter à des gens qui potentiellement, ça leur parle pas du tout, ou ça leur fait violence. Et il y a des gens, ils ont pas envie d'entendre ça. Ouais, et puis moi, c'est pas... Et puis la réponse n'est jamais satisfaisante. Moi, personnellement, c'est que ça a réaffirmé les valeurs humaines qu'on est censé plus ou moins partager, c'est-à-dire la solidarité, la fraternité, tout ce qui est aussi la sororité, bien sûr, pardon, excuse-moi. Ça a réaffirmé l'empathie, qu'on se doit les uns aux autres. Enfin, il y a plein de choses qui se sont réaffirmées et sur lesquelles je ne pourrais plus... Enfin, des valeurs de la République, par ailleurs, je tiens à le rappeler. En outre. Et en fait, je peux être intransigeante avec ça. C'est ça, en fait. J'ai perdu le truc du jugement, du premier regard, de machin. Je pense qu'avec les gamins, t'apprends à le faire. T'apprends parce que, en fait, tu sais pas qui est qui. Tu fais attention à tout le monde, mais t'arrêtes de les juger de prime abord. Enfin, moi, j'arrête. Enfin, et je trouve que ça, c'est une capacité qu'on a qui est folle. Mais bon, on a choisi. Vous avez choisi. Et sur ces belles paroles, vous avez choisi aussi d'être ici. Donc merci beaucoup. Merci à toi. J'étais trop contente. Non, mais merci beaucoup. Franchement, c'était trop un plaisir de vous écouter. Vous m'avez appris plein de trucs. J'espère que ça apprendra à d'autres gens aussi. Mais moi, j'ai et que vous avez... Enfin, en tout cas, vous avez très bien partagé votre expérience, votre travail, ce que vous faites, l'éducation... vis-à-vis des enfants et votre amour. Moi, j'ai senti de la passion. En tout cas, entre chacune d'entre vous, j'ai senti du moins de l'envie de bien faire. Et c'est essentiel dans ce que vous faites. Donc, merci.